Bienvenue dans Monoplace, votre podcast sur la Formule 1 qui revient pour débriefer des grands prix de la saison et qui commente l'actualité chaque week-end de course. Je suis Jean Martial, alias JM, créateur, producteur et animateur de Monoplace. Je suis accompagné à chaque podcast de mes deux acolytes, Chris et Danny. Vous écoutez l'épisode 27 où nous allons débriefer du Grand Prix de Turquie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Monoplace, épisode 27, un épisode consacré au débrief du Grand Prix de Turquie qui a eu lieu cette semaine, donc le Grand Prix d'Istanbul. Donc on va débriefer de tout ça dans un instant. Sachez vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, à savoir Spotify, Deezer, Apple également. Vous avez également toutes les autres plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter. N'hésitez pas d'ailleurs à noter le podcast et à donner également des commentaires parce que c'est important notamment pour le référencement. N'hésitez pas également à vous rendre sur le site de Monoplace, monoplace-podcast.com, où vous retrouvez du coup les articles que l'on poste de temps en temps, ainsi que tous les podcasts. Et après, on est présent bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et bien plus, Facebook également, même si apparemment c'est devenu un réseau social de vieux, mais voilà. donc voilà. Petite news importante, on donnera d'ailleurs des news un peu de Monoplace, parce que vous allez voir que notamment vous écoutez le podcast, il y a notamment du changement pour le début, puisque nouvelle musique, nouvelle intro, ça va être un peu une nouvelle formule. Il y a également toute une refonte graphique, donc on en parlera à la fin du podcast. Donc il y a des choses effectivement qui arrivent et qui sont plutôt intéressantes. Et juste, on a maintenant un partenaire avec Fans for Wheels. N'hésitez pas à vous rendre sur le site, puisque avec un code promo que nous avons mis sur le site, vous avez le droit à moins 10% donc sur tout le site. Et on va également organiser un jeu concours à partir du coup de ce mardi. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Instagram et vous avez un chèque cadeau de 30€ que vous pouvez gagner. Et donc c'est un concours qui va durer pendant un mois. Donc voilà, n'hésitez pas, bonne chance à vous. Il est l'heure maintenant de présenter mes acolytes préférés. Dany, salut Dany. Salut JM, salut Chris. Comment ça va Dany ? Eh ben ça va très bien, comme d'habitude. Ouais. Et toi ? Bon, parfait, écoute, ça va. Et mon cher Chris, comment ça va ? Salut JM, salut Dany. Comment ça va bien ? Écoute, ça va pas trop mal. Ça va Ouais. pas trop mal. Bon. C'était pas le pire des dimanches, mais c'était pas le meilleur non plus, donc Oui, ça va. on est plutôt d'accord sur le sujet. On va donc du coup débriefer du Grand Prix, comme je disais. Donc pour le déroulé de l'émission, on va commencer par le débrief des qualifs. On va également parler du Grand Prix et après donc on parlera des nouveautés de Monoplace qu'on mettra ensuite. Vous allez voir qu'il y a des choses plutôt sympas qu'on vous propose au fur et à mesure. Et donc je vous propose tout de suite de commencer par le débrief des qualifications. Le débrief des qualifications qui ont eu lieu samedi, comme d'habitude, c'était à 14h, donc un petit peu plus tôt que d'habitude, en tout cas pour nous, avec le décalage horaire. Alors, au niveau des qualifs, vous allez voir qu'on s'est organisé un petit peu différemment. On va aborder différents thèmes et chacun va un peu interagir sur ces thèmes-là. Et donc, au niveau des qualifs, qui veut prendre la parole ? Chris, peut-être ? Du coup, oui, parce qu'on me laisse pas le choix, donc du coup, je vais engager. Écoute, moi, je te sentais chaud pour engager, donc... Non, écoute, moi, j'ai relevé 2 sujets. Pour le coup, j'aimerais bien qu'on en débatte un peu ensemble. Ça a été notamment sur les qualifs, la stratégie de Ferrari,
pour Carlos Sainz, puisqu'on savait avant le début du week-end qu'il allait prendre des pénalités pour le nouveau Power Unit, et j'ai trouvé très intelligent, hormis bon cette règle des 107% qu'on pourra développer, mais que je trouve inutile aujourd'hui. Et j'ai trouvé assez utile le fait de faire sortir Sainz en qualif pour essayer un peu de brouiller les pistes et comment dire, un peu sans être trop vulgaire, venir mettre un peu le bordel, tu sais, dans les chronos en essayant de piéger d'autres pilotes. Et ça a hyper bien marché puisqu'il a réussi à piéger un Ricciardo qui était très peu inspiré ce week-end. Et pour le coup, ben, même s'il part P20, ben, au final, je vais dire que c'était très intelligent parce que ça permet de rendre cette bataille pour la troisième place vraiment très très floue. Et on ne sait absolument pas qui va s'imposer à Abu Dhabi au soir du dernier Grand Prix. Ouais, c'est vrai C'est que vrai c'est un peu le... Oui, vas-y, Denis. C'est vrai qu'ils ont su tirer l'avantage de leur pénalité en une très grande force, effectivement, en sortant une McLaren, ce qui permet vraiment de mieux batailler pour le championnat constructeur. Donc c'était très malin de sortir Sainz qui, en tout cas, je fais une toute petite parenthèse, m'épate vraiment Sainz. C'est, il fait des performances qui sont vraiment, c'est sa première saison chez Ferrari, qui sont vraiment très intéressantes. Donc c'était hyper bien pensé de la part de Ferrari. J'ai l'impression qu'ils c'est un peu tard dans la saison, mais ils commencent un peu à mettre leurs petits ensemble, ça prend forme sur des choses intelligentes en stratégie parfois, et franchement ça, c'était un beau coup, de la part de Ferrari de sortir la McLaren. Pour le coup, Sainz actuellement, j'attends encore la fin de saison, mais pour le coup, Sainz, moi pour l'instant, je vais dire entre guillemets, c'est un peu mon coup de cœur de 2021. Tout à fait d'accord. Ah, c'est Je vrai te qu'en plus, rejoins c'est là-dessus. un duo qui fonctionne bien avec Leclerc. On voit que c'est un duo qui prend de plus en plus forme. Et je suis d'accord pour dire qu'au fur et à mesure que la saison arrive à son terme, parce qu'elle va bientôt arriver à son terme, il ne reste plus beaucoup de Grands Prix, on sent, mine de rien, que c'est une écurie qui monte en puissance. On l'a vu pendant les qualifs et on l'a vu aussi pendant le Grand Prix, surtout d'ailleurs pendant le Grand Prix. Et c'est vrai que ouais, ce qu'ils ont fait, c'était très très intéressant. Oui, Dani. D'ailleurs, Ferrari a déclaré que là, ils étaient beaucoup plus, et c'est le terme employé, sereins, je crois, pour la fin de la saison. Et ça se voit qu'ils commencent vraiment à mettre les jalons de ce qu'ils vont nous sortir, nous pondre pour 2022. Et je pense vraiment que l'on aura une bataille encore plus, enfin une vraie bataille très serrée pour le championnat constructeur et peut-être même pilote, on verra, pour Ferrari l'année prochaine. Je pense que vraiment, ils nous préparent de choses très intéressantes. De toute façon, ça a été l'objectif de Binotto. On en avait parlé un petit peu. Il a dit, lui, l'année prochaine, c'est soit le titre, soit rien. Donc, après, est-ce qu'il pourra tenir l'objectif? On verra. Mais en tout cas, ça reste leur objectif. Et donc, d'où cette montée en puissance qui commence à s'opérer doucement, mais sûrement. Après, ça reste que mon avis, mais je trouve que 2022, ça serait encore trop tôt pour jouer un titre. Moi, Moi aussi, je pense aussi. j'avais plus tablé sur 2023 que 2022. Ouais, je pense Parce que aussi. c'est Le vrai temps que que tout se mette en place. Voilà. Ferrari est encore traîne encore un peu les soucis du débitmètre gate là de 2020, fait de 2019, et je me dis qu'avec la refonte technique complète, je me dis que c'est peut-être encore un peu tôt 2022. Après, attention, Ferrari, ils sont toujours là quand on les attend pas. Ouais, c'est ça. Non, puis ils ont tellement envie de revenir sur le devant de la scène que je pense que vraiment là, ils sont en train de préparer des choses qui sont plutôt intéressantes. Je pense que s'il y a bien une écurie l'année prochaine qui sera vraiment à suivre, je pense que ça sera eux et tant mieux parce que ça reste quand même la team la plus mythique quand même de la F1, quoi qu'on en dise. Moi, je voulais parler de la bonne performance de Schumacher, puisqu'il a réalisé quand même une belle Q2. Une deuxième Q2 d'ailleurs pour lui, parce qu'il y en avait déjà une au Grand Prix de France. Alors il n'avait pas pu y accéder parce qu'il y avait eu un accident à la fin de la Q1. Cette fois, eh ben, Mick est passé sur une piste assez difficile, surtout bien humide, mais qui a aidé le pilote Haas à faire une bonne performance. Il s'est d'ailleurs pourtant retrouvé au bord de l'élimination à la fin de la Q1, mais il a réussi quand même à bien pousser sur une piste séchante avec un chrono de 1,25 et 555 pardon, centièmes. Schumacher d'ailleurs était plutôt content puisqu'il a dit que heureusement nous avons pu prendre part à cette Q2, donc j'en suis satisfait. Je suis heureux d'avoir eu la chance de songer à la Q3. Je sais que c'est exagéré, mais cela aurait été génial d'avoir cette opportunité. La voiture s'est très bien comportée et l'équipe a fait un excellent travail. Je suis extrêmement
heureux. Nous savions que nous avions une chance de passer en Q2 car le tour précédent n'était pas mauvais. Je crois que nous sommes restés P15 un certain temps et je savais qu'il y avait la possibilité de s'améliorer parce que je n'étais pas à 100% satisfait de ma performance. Donc en Q2, ils auraient pu d'ailleurs passer en Q3 et donc dans le top 10, mais son dernier chrono a été avorté avec le drapeau jaune causé par Stroll pour sa sortie de piste. Et globalement, je trouve que le pilote allemand a fait le job et c'était à ce jour certainement la plus belle perf pour eux de la saison, avec une voiture qui, mine de rien, est toujours au ras des pâquerettes et on le sait, mais il y a quand même de l'amélioration, c'est plutôt de bon augure. Et surtout, ça montre que Schumacher, entre Schumacher et Mazepin, il y a quand même un gros gap. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, sur cette perf de Schumacher, sur cette... Pour le coup, moi je la trouve plutôt intéressante dans le sens où, et encore une fois, ça me conforte dans mon idée que du moment que la piste elle est humide, voire humide vers séchante, que au final la voiture ne compte plus que pour 20 à 30% du chrono et que le reste c'est le pilote qui le fait, puisqu'on l'a vu, Russell à Spa, Russell bis à Sochi et là Schumacher à, à, à Istanbul. On n'est pas sur des voitures qui sont habituées et qui sont calculées pour jouer des Q2 et des Q3 régulièrement. Et ils arrivent sous ces conditions-là à se qualifier, on va dire entre guillemets, à la régulière. Et je suis d'autant plus content pour Mick Schumacher parce que là, il va la chercher à la régulière, sa qualif. Alors que la Q2 au Castellet, il y avait eu cette polémique où il avait perdu sa voiture avant la ligne droite du Mistral et il avait causé un drapeau rouge qui lui avait permis de rester en Q2. Mais je trouve que là, pour le coup, elle était obtenue à la régulière et sans... Et on sentait à la limite que... Alors, Q3, je pense pas. Je pense que Q3, c'était vraiment exagéré. Mais il est parti 14e. On aurait peut-être pu imaginer qu'il parte 13 ou 12, tu vois, à la limite. Q3, je pense que c'était quand même vraiment très tendu, puisque même Vettel l'a pas attrapé avec son Aston Martin. La As reste une As. Faut pas non plus en faire un foudre de guerre. Mais je suis content pour Mick Schumacher. Après, oui, le gap avec Mazepin, on le connaît, on le sait. Il y a toujours 3-4 secondes d'écart entre les deux. Voilà, c'est un écart qui est d'autant plus marqué quand même, quoi. Oui, c'est un écart qui est d'autant plus marqué, et surtout que la piste d'Istanbul, a été nettoyée, mais elle n'était pas plus facilement praticable. Pirelli, en plus, apparemment, n'avait pas eu cette information de la piste nettoyée, donc ils ont choisi des composés de pneus qui étaient peut-être trop tendres justement pour ce Grand Prix là. Et ouais, ça a peut-être bouleversé pas mal de choses pour le coup. Ouais, complètement, ouais. Donc voilà, c'était quand même à signaler. Chris, est-ce que tu avais un point supplémentaire Alors ouais, moi j'avais un point supplémentaire concernant les Red Bull. Et j'ai été très surpris. Alors tout au long du week-end, mais là on va se concentrer sur la qualif, on fera le GP après. Mais j'ai été surpris tout au long du week-end sur le manque de rythme des Red Bull sur un circuit qui était pourtant typé pour la Red Bull. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes droites, il n'y a pas beaucoup de longues lignes droites. C'est pas vraiment un circuit qui est 100% moteur et qui serait du coup un circuit Mercedes comme les Sochi. Et j'ai trouvé que les Mercedes, elles étaient largement au-dessus des Red Bull tout le long du week-end. Et j'avoue que dans la lutte actuelle au niveau des deux titres, ça m'inquiète un peu cette baisse de rythme des Red Bull. Et je pense qu'à l'avenir, s'ils n'arrivent pas à retrouver ce rythme, ça pourrait être compliqué quand même. C'est plus une crainte générale sur l'écurie au global, pas uniquement sur un pilote en particulier. Alors c'est une crainte moi sur l'écurie au global parce que Pérez qui fait P7, voilà, actuellement c'est son niveau en qualif, il n'arrive pas à faire mieux, donc voilà. Verstappen P3, je t'avoue que je m'attendais à beaucoup mieux. Je pensais quand même sur ce genre de circuit qu'il aurait pu taper la pole parce que je le répète encore une fois, la RB16B c'est une voiture qui est ultra à l'aise dans les circuits à courbe lente et moyenne vitesse. Elle est plus en difficulté sur les circuits moteurs tels que Monza, tels que Sochi, tels que voilà quelques gros circuits. Et j'avoue que j'ai été un peu surpris de voir Max que 3e. Alors après 3e c'est pas un ultra mauvais résultat non plus, tu vois. Non, mais j'ai l'impression quand même que Mercedes a récupéré son gap de retard. J'ai même l'impression qu'ils sont repassés devant en termes de performance pure. Ah ouais, carrément. Et ouais, j'ai l'impression quand même, parce que même tu regardes sur le circuit, je te dis, le circuit il est typé Red Bull.
Verstappen, il finit à 14 secondes Oui, dans le oui. Grand Prix. Mm. Donc je me dis qu'en termes de perfo pur, alors Mercedes a peut-être pas repris un gros gap d'avance, tu vois, ça se joue à très très peu de choses. Mais je sais pas, j'ai l'impression que depuis Silverstone, Mercedes, ils ont passé la seconde et en fait, j'ai l'impression il y a plus du tout de gap d'avance pour Red Bull, quoi. Ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'avais un peu cette impression, alors ça m'a fait le coup à Sochi, mais ça m'a fait coup aussi, là, où, ouais, je sais pas, on a l'impression qu'il y a un petit je sais pas, une petite baisse de régime aussi. Ben, Je sais pas trop à quoi c'est dû ou quoi, mais Dany, oui. Je me demande, moi, s'ils jouent pas un peu l'économie Red Bull, en fait. Si c'est pas, aussi un peu une espèce de stratégie À de garder leur force, pour plus tard. ouais, de garder leur force parce qu'au final, c'est tellement serré que il reste peu de grands prix, la saison touche à sa fin. Pour moi, ils sont plus un petit peu à l'économie et peut-être pour mieux surprendre et mieux dégainer sur vraiment, les instants forts qu'on va vivre en décembre peut-être. Donc Mais moi, même, je le vois plus ouais, c'est comme vrai que tu as ça. raison, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être, peut-être. après, je me demande, est-ce que c'est peut-être pas un peu trop tôt de jouer l'économie à 7 GP de la fin? Je me dis peut-être que c'est peut-être un peu tôt parce que même tu regardes le circuit d'Istanbul, enfin, la Mercedes n'est pas censée être aussi à l'aise qu'elle l'a été. Et Hamilton, il fait la pole position. On reviendra après. Il fait la pole position en pulvérisant le record de la piste quand même. Ouais. Oui, mais Je te tu dis vois? que Pour moi, justement, Istanbul, c'est typiquement le type de circuit où tu joues l'économie et où tu joues la prudence et on en reparlera pendant le Grand Prix parce que moi, ça m'a un petit peu, agacée et très clairement, c'est un circuit qui refait son retour au calendrier, qui était très glissante l'année dernière. Elle était encore très grasse cette année. C'était pour moi, en tout cas, s'il fallait faire un circuit où tu jouais l'économie et un petit peu, la sécurité, limite un peu les tirs au flanc, c'était à Istanbul. Je dis pas que c'est des tirs au flanc, hein, Red Bull, attention. Mais moi, c'est comme ça que je le vois et je pense que dès le prochain Grand Prix, on va avoir une vraie grosse perf, un gros retour de Red Bull en termes de perf, de rythme, et cetera. Après, même déjà, dans leur communication, je les trouve un petit peu mous du genou, en ce moment. Je sais pas. j'ai vu un article là. Alors, je sais pas si c'est une stratégie de communication ou s'il est sérieux. Et j'ai vu un article où il y avait marqué largué par les Mercedes, Verstappen s'inquiète même des AlphaTauri. Ouais, ouais. Ouais, J'ai vu ce titre-là d'article. Je me suis dit quand même, wow. ouais, 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 Euh, c'est pas ouais, c'est ouais, ouais. Non, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est un bon constat. On évoque maintenant Gasly, qui après une belle performance en essai libre 3 où il a terminé 1er, Pierrot, bah, est allé, prendre une 5e place, où du coup le Français, ouais, je l'appelle Pierrot, voilà. Où le Français a encore démontré son talent, de pilotage et son bon rapport avec une piste, humide, une fois de plus. Surtout après des qualifs, manqués en Italie et en Russie, donc il avait besoin aussi de reprendre confiance, mine de rien, parce que les 2 derniers week-ends n'étaient quand même pas ouf non plus. Donc en Q1, il a fait notamment un excellent, chrono, 3e derrière le duo, Hamilton et Verstappen. En Q2, il est resté quand même, 4e avec plus d'une seconde d'avance quand même sur le premier éliminé. Il était d'ailleurs passé en médium et c'est en Q3 où bon, ça s'est un petit peu gâté mine de rien, et il était 4e après son premier passage et puis, bien parti pour une amélioration dans sa deuxième tentative avant malheureusement de glisser, du train arrière, dans les 2 derniers virages et du coup, ce qui lui a fait perdre quand même pas mal de temps. Et donc, bah, la bataille avec, Charles Leclerc finalement a été gagnée par le monégasque. Mais je trouve que globalement, la performance de Gasly, encore une fois en qualif, elle est quand même assez propre et assez remarquable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que Pierre, de toute façon, on peut pas lui enlever une constance, une rigueur, une propreté dans ce qu'il fait. Effectivement, il y a eu cette glissade qui lui a fait perdre, un petit peu de temps, mais ça n'enlève en rien que vraiment, pour moi, il a un potentiel. Enfin, je crois que c'était Chris, tu l'avais très bien dit la dernière fois, qu'il surpilotait son AlphaTauri et c'est tout à fait le cas et quand tu fais un peu le comparatif en plus avec son petit collègue, Tsunoda, enfin, tu vois en fait que complètement, il est bien au-dessus Gasly et il a fait pour moi des qualifs qui sont Oui, c'est normal. comment? Non, c'est normal qu'il soit bien au-dessus. Oui, oui, c'est normal, mais on peut pas s'empêcher quand même de faire une comparaison quoi et de voir un peu les deltas entre les 2. Donc pour moi en tout cas, Pierre a fait une très, très belle qualif et
même s'il a perdu du temps, ça restait quand même, vraiment, très, très intéressant. Dernière chose, alors moi je voulais évoquer, Ocon qui a été, dans le dur, parce qu'il est un peu dans la sauce, en ce moment. Et sa performance en qualif, ne va pas spécialement plaider pour lui. Il a terminé une bien triste 12e place où, il n'est pas paru spécialement très à l'aise. Il a donc été éliminé en Q2 où, il a d'ailleurs été, bien distancé par son collègue Alonso de 9/10, mine de rien. Alors il y a une explication avec un écart de performance notamment expliqué par, Butkowski, le directeur exécutif de chez Alpine, qui évoque, notamment des mauvais réglages et un écart de réglage trop important entre les 2, donc ce qui ferait qu'apparemment Ocon serait, beaucoup moins, performant. On en revient toujours à peu près à la même chose, j'ai l'impression avec lui que c'est toujours encore une fois, à cause de la bagnole et pas à cause de lui. Chris? Ben, la voiture, elle est faite pour Alonso et par Alonso. Qui à un moment donné, si tu veux, moi, ça me choque pas qu'il soit dans le dur, le pauvre. Elle est faite pour Alonso et par Alonso pour cette année et l'année prochaine. Il est obligé de s'adapter à une voiture. En fait, pour moi, Ocon, c'est un peu le Sergio Pérez de Alpine, tu vois. Il est obligé de s'adapter à une voiture qui n'est pas faite pour lui, qui n'est pas dans son pilotage, tu Par vois, contre, dans c'est sa bizarre façon comme de de le faire. mettre, par contre, c'est bizarre comme de le mettre en tête de gondole et au final, Il est pas en tête de gondole. Il est pas en tête de bah, gondole. C'est pas parce que tu le prolonges de 3 ans qu'il est en tête de gondole. Tu le prolonges de 3 ans parce que dans la tête de Marcin Butkowski et de Laurent Rossi, tu le prolonges de 3 ans parce que tu penses que c'est lui qui prendra le lead de l'équipe après le départ d'Alonso, vu que je pense que ça sera Piastri ou un autre pilote qui prendra la place d'Alonso. Mais c'est toujours pareil, on n'est pas sûr qu'en 2023, Alonso sera à la retraite. Hein. Il n'y a aucune certitude là-dessus. Hein. non, après, enfin, c'est au départ, on est d'accord que ça aurait pas dû être comme ça non plus. On est d'accord Moi, qu'Alonso moi, comme j'ai dit, je l'aurais jamais prolongé de 3 ans dès le Castellet. Pour moi, c'était une erreur oui, non, non stratégique plus. parce que c'était une connerie. Après, même moi, quand Alonso est revenu, j'aurais jamais pensé qu'il reviendrait à un si haut niveau si vite. Je savais qu'il avait du potentiel pour retrouver un niveau intéressant. Après, être capable de jouer des points régulièrement et d'avoir la régularité qu'il a, à l'âge qu'il a, je t'avoue que je m'y attendais pas forcément. Pas si Mmh. vite. Ouais, ouais. Dany, tu voulais rajouter quelque chose sur, Ocon? Non? Pas spécialement, non. OK. Les résultats du coup de ces qualifications: première position Hamilton, 2e Bottas, 3e Verstappen, 4e Leclerc, 5e Gasly, 6e Alonso, 7e Perez, 8e Norris, 9e Stroll, 10e Tsunoda. Ensuite, on a Vettel, Ocon, Russell, Schumacher, Sainz, Ricciardo, Latifi, Giovinazzi, Raikkonen et Mazepin. Voilà donc pour le classement des qualifs. Maintenant, on passe directement au débrief, du Grand Prix. Le débrief, du Grand Prix, alors on me dit qu'apparemment, non, parce qu'il y a un débat apparemment sur la pole, donc voilà, allez-y. C'est vrai qu'on a eu un débat en off quelque chose qui a été mis à la lumière du jour grâce à ces qualifications-là, c'est qu'effectivement, c'est Lewis Hamilton qui a signé la pole, mais vu qu'il a été, il a eu des pénalités, il a eu 10 places sur la grille de départ, la pole ne lui est pas revenue, donc elle ne rentre pas dans ses statistiques. La pole revient donc, de facto à Valtteri Bottas et rentre aussi dans ses statistiques à Valtteri Bottas. Pour ma part, je trouve cette règle, un peu, je dirais presque contre nature, parce qu'une pole, c'est une pole et certes, elle a été enfin, bah, voilà, celui qui l'a obtenue, il est rétrogradé, mais c'est quand même lui qui a fait, la meilleure qualification, qui a obtenu les meilleurs temps, donc c'est normal que ça rentre dans ses stats. Je ne trouve pas ça normal que, la pole n'ait pas été revenue, à Lewis Hamilton et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son petit mot, sur le qu'il a fait à Valtteri sur le pneu. Je trouvais ça assez drôle, mais je sais pas visiblement, Chris, je crois que tu es pas d'accord avec moi sur ce sujet-là. Mais en fait, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est qu'en fait, moi, ça me choque pas, si tu veux. Euh, Hamilton, avant même le début des qualifications, il le sait, il partira avec plus 10 places de pénalité. Donc son but, lui, c'est de choper le meilleur chrono possible pour partir le plus haut possible. Donc s'il fait la pole, il part P11. Mais le problème qu'il y a, c'est que les grilles de Formule 1, elles ont pas 50 places de dessinées, tu vois. Donc si tu peux pas, si tu laisses la place, si tu laisses la pole à Hamilton et que tu donnes sa 102e pole,
ben tu vas te retrouver avec tous les pilotes sur la grille, mais tu vas te retrouver la première place vide parce que tu peux y mettre personne vu que c'est Hamilton qui l'a. Mais tu te retrouves avec une place vide devant et Hamilton dans le peloton. Ne serait-ce qu'en niveau d'image, c'est désastreux. Ne serait-ce qu'au niveau de l'image, c'est désastreux d'avoir la pole position vide. Et à la limite, moi, ce qui me choque plus, c'est pas le fait que le pilote qui a la pole ne l'est pas dans les stats parce qu'il est pénalisé. Moi, ce qui me choque plus, à la limite, c'est que les qualifications donnent la pole d'une course sprint dégueulasse pour un Grand Prix derrière. Ça me choque. Par contre, ce qu'on a vu samedi à Istanbul, ça me choque pas, tu vois. Et Hamilton le savait, c'était dans son intérêt d'être premier. Après, écoute, c'est Bottas qui l'a, c'est Bottas qui l'a. Moi, ça me choque pas. Mais moi, je comprends ce que tu dis, que l'image ne serait pas belle finalement d'avoir personne sur la place de la pole, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment dénaturer le symbole de la pole position parce qu'en fait, il l'a pas démérité et c'est comme ça en fait. Et certes, il est pénalisé, mais ça doit rentrer dans ses stats. Il a fait les meilleurs chronos, il a fait les meilleurs temps, ça doit rentrer dans ses stats. Et au final, Valtteri, il est numéro 2. Alors, c'est Valtteri ou Hamilton, on s'en fiche, hein, ça serait un autre pilote, ça serait Verstappen, d'ailleurs, qui est du même avis que moi et que sur ça. C'est que pour moi, si tu as décroché ton meilleur temps et tu as décroché la pole, ça doit rentrer dans tes stats. Et c'est un peu ternir, je trouve, le travail fourni pour avoir une pole position. Après, je dis pas la pole dans l'idée, elle est méritée, ça, on est d'accord là-dessus sur la perf, sur le tour rapide et tout, elle est méritée. Mais Après, qu'elle soit écoute, méritée jusqu'au bout, en fait, même dans le oui, mais symbole, en fait. oui, mais après, c'est le règlement, c'est comme ça. Le règlement, il dit, il stipule que le pilote qui est pénalisé, ben même s'il est en pole, il part P11 et la pole, elle est donnée au deuxième parce que tu fais remonter tous les pilotes d'un cran. Oui, mais C'est tout simplement ça en fait. non, mais je comprends, mais je vois que visiblement, c'était pas non plus une règle qui était hyper établie, Par quoi. ex- Même Verstappen et Hamilton s'en sont étonnés un petit peu. Ouais, ils s'en sont étonnés. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils s'en soient étonnés. Je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive et pendant leur carrière de F1, quoi. Tu vois, je veux dire, ça s'est déjà vu. Voilà, je veux dire. Après, effectivement, ce que je peux entendre, c'est que ça puisse, alors choquer le mot est fort, mais c'est que ça puisse surprendre le grand public de voir que la pole n'est pas comptabilisée dans les scores d'Hamilton, alors qu'à Monaco, celle de Leclerc, elle est comptabilisée, mais que la place est laissée vide parce il va s'exploser dans le rail. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du règlement ou pas? Il faudrait se pencher sur la question pour voir si dans le règlement il y a une différence entre ces deux situations-là ou pas. S'il n'y a pas de différence, effectivement, Hamilton devrait avoir une 102e pole. Je mène l'enquête, je me penche là-dessus, et je te propose qu'on fasse un tout petit aparté au prochain débrief de Grand Prix pour mettre au clair cette histoire. Je mène Je suis l'enquête. d'accord. Ok, Allez, vas-y. c'est lancé. Voilà, attention. Voilà, attention, là c'est chaud. Très bien. Quant à moi, j'ai pas du tout d'avis sur la question et je dirais même que je m'en fous un peu. Moi, Bon, allez, passons au Grand Prix du coup alors. passons au Grand Prix. Voilà, maintenant débrief du Grand Prix de Turquie. Le Grand Prix de Turquie, donc le débrief cette fois. Donc un Grand Prix qui a eu lieu dimanche, comme d'habitude, toujours cette fois à 14h, comme les qualifs. Globalement, alors on va en parler, globalement, c'était pas un Grand Prix si foufou que ça. Mais bon, on va y revenir quand même, parce qu'il y a eu quelques points assez marquants. Qui veut commencer à évoquer Chris, si tu veux? Ouais, bah écoute, j'ai trouvé le départ de la course relativement propre. Je l'ai trouvé relativement propre. À part l'erreur de Gasly et autres, je l'ai pas trouvé. Un J'ai peu trouvé trop le calme. départ, ouais, trop calme, mais j'ai trouvé relativement propre. Après, écoute, à part les deux trois sujets que j'ai notés, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que le Grand Prix était somme toute assez classique. Euh, et j'ai pas été hyper choqué par la frilosité des stratégies, parce que de toute façon, dans la tête des pilotes, le but c'était de garder les inters le plus longtemps possible Ouais. pour essayer de passer les slicks. Sauf que la piste n'a jamais séché, donc ça a un petit peu bouleversé certains pit walls. Mais non, après, à part parler de la défense de Pérez et de la stratégie un petit peu ratée de Mercedes, qui je pense c'est un peu emmêlé les pinceaux entre la décision de Bono et puis le ressenti de Lewis Hamilton. Ouais. Je sais pas par Petite quoi vous erreur de voulez qu'on com, là. commence, mais
Ouais, après, Euh, je suis partagé entre le fait de prendre en compte uniquement le ressenti du pilote sur piste mouillée, mais d'un côté, l'équipe, elle a des informations sur la température des pneus, sur la surchauffe, sur le graining, sur tous ces trucs-là. Peut-être qu'ils voulaient éviter une possible crevaison. C'est possible aussi quand on voit les pneus d'Esteban Ocon à la fin de course, on se dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée. Mais voilà, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. Dany, tu voulais rajouter quelque chose? Pardon. Globalement, bah, non, enfin, c'était des sujets, à évoquer. On pourrait peut-être commencer par Sainz, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez? Hem Commençons par Sainz et sa belle remontée, c'est ça? Incroyable, incroyable sa remontée, il part P20, il termine P8? P8, ouais. P8, c'est ça? Oui, il était parti en Heu, Hongrie pour un changement de moteur, hein, c'était il ça. a fait une remontée incroyable, vraiment Pilote du jour. c'est mais amplement mérité. D'ailleurs, trop mignon sa réaction quand on lui annonce Oui, c'est qu'il la a du première lourd. fois, hein. C'est la première C'était fois la pour lui. première fois. Il a en fait, ce que j'aime et je l'ai déjà dit dans un autre podcast, c'est que je trouve que c'est un pilote dans son attitude et dans son pilotage qui fait preuve de beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'il passe en douceur, il est très fin dans sa conduite, très fin dans son pilotage Mmh. et il a fait une remontée vraiment step by step et jusqu'à arriver quand même dans les points alors qu'il partait P20. On voit que tous l'ont pas fait, la preuve en est Ricardo. Bon après il a eu d'autres soucis, à côté. Donc vraiment pour moi Sainz, il a fait un Grand Prix, un peu on en parlera aussi un peu plus tard de Bottas, mais en tout cas pour moi c'était un sans faute dans beaucoup, beaucoup de ses actions et c'est un pilote d'avenir pour moi Sainz. Bah, c'est vrai, je suis plutôt d'accord avec toi où ça reste un pilote où il fait pas beaucoup de bruit, mais par contre, il est performant et sa communication, elle est toujours neutre et toujours juste, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit et moi, je le trouve effectivement, très intéressant. Alors il y a juste eu quand même un petit arrêt au stand un peu raté par, son équipe, mais c'est vrai que sinon, globalement, tout s'est quand même plutôt bien passé. C'est vrai que la pluie les a quand même aidés, quand même pas mal. On passe, ensuite, sur, Bottas et sa victoire? Ou vous voulez évoquer J'ai autre chose avant? j'ai pas grand-chose à dire sur la victoire de Bottas, à part qu'il fait un super départ, qu'il a un rythme fou qui lui permet de dominer la course de bout en bout. Euh, voilà, enfin ouais, c'est en fait la course de Bottas sous la pluie à Istanbul, elle me fait penser à la course de Verstappen en Autriche. Voilà, il est tout seul devant, il fait pas d'erreur, il enchaîne les tours et il gagne avec 15 secondes d'avance. Voilà, finito. Et vraiment, Ça c'était tellement plaisant à voir, il s'est envolé et comme tu dis, départ parfait. Hem, Vraiment, je trouve qu'il le méritait, j'étais très contente pour lui. C'est dommage juste que là, je parle de l'après-course, que sa victoire a été un peu passée sous silence à cause, ou en tout cas des faits, du cas Hamilton, je rentre pas, bon finalement je rentre et voilà. mmh. Il aurait mérité, je trouve, plus de lumière, plus de oui, plus de lumière sur sa victoire parce que ça sera peut-être l'une de ses dernières en F1 parce que je doute que chez Alpha, il puisse vraiment, bah, quoique pourquoi pas, hein, rien n'est impossible. Mais du coup, je suis super contente et c'est vrai qu'il a fait une course sans faute, du début jusqu'à la fin. Ça fait plus d'1 an, hein, qu'il s'était pas imposé, parce que la dernière fois, c'était en Russie 2020, donc ça fait effectivement du bien. On passe à Pérez? Ouais, on passe à Pérez. Moi, Pérez, alors les qualifs, on en a parlé. Euh, la course a été relativement propre de son côté. C'est vrai que j'avais un peu peur de sa course sous la pluie parce que j'avais encore les images de Imola, donc ça m'inquiétait un petit peu. Mais dans l'ensemble, il a été très très propre. Il a très très bien travaillé pour Verstappen. Et il faut parler de cette défense au 34e tour, qui pour le coup est une défense à montrer dans les écoles et également à montrer à Max Verstappen et à tous ses fans. Parce que preuve en est que on peut, on peut s'engager dans une bataille roue contre roue avec Lewis Hamilton. On peut, il est vrai, je le reconnais parce que c'est vrai, on peut être légèrement tassé. Alors j'utilise le mot légèrement parce que c'est pas pénalisable pour le coup. On peut légèrement être tassé et c'est le but. C'est voilà, la marque des grands champions, c'est de faire du sous-virage volontairement pour amener le pilote adverse vers l'extérieur pour essayer de faciliter son passage.
Pérez s'est pas laissé avoir. Il a su faire ce que Max n'a pas su faire, c'est-à-dire couper le virage pour mieux ressortir. Et derrière, il réaccélère et sur la ligne droite, il repasse Hamilton. Et à la limite, je vais dire heureusement que Pérez a fait ça parce que en repassant, en gardant sa position sur Hamilton, ben, il permet à Verstappen de ressortir des stands devant Hamilton. Si Hamilton passe, Hamilton il ressort devant Verstappen. Et là, la course, elle est plus pareille pour Red Bull. Et du coup, j'avoue que la défense de Pérez, elle était quand même très très bien exécutée. C'est vrai que sa défense, elle était très, très bien exécutée. Il a fait ce qu'on lui demande. Après, à titre personnel, je vais pas m'espanter de ce qu'il a fait, Pérez, parce qu'en fait, il est là pour ça et on attend, ça de sa part et de le voir et ça datait un petit peu. Donc oui, il a fait une très, très bonne course, mais de là, à m'espanter, je reste un petit peu quand même sur mes réserves. Mais je te rejoins, Chris. Effectivement, on peut batailler avec un Hamilton sans que ça finisse en autre boudin. Après, je m'espante pas forcément sur la défense. J'ai trouvé le mouvement très très beau, c'est pour ça que j'en parle. Maintenant, j'oublie pas la saison de Pérez et c'est pas ce qui va me faire changer d'avis sur Pérez de bout en bout, on est d'accord. Bon, on est d'accord. Mais c'est vrai que le mouvement était magnifique, hein. Franchement, c'était à regarder. C'était, bah, pour moi la plus belle action qu'il y a eu, je pense, dans le Grand Prix là. Marqué quand même qu'on utilise des mots comme espanté, quand même. C'est quand même pas mal. C'est une Et bonne j'en ai chose. plein d'autres en stock si tu veux, mais je vais pas, tu vois, je vais pas abattre toutes mes cartes tout de suite. Non, c'est c'est bien. Bravo, bravo. Euh, on passe à Gasly, parce que mine de rien, il a fait quand même une sacrée course. Bien sûr, toujours aussi véloce en qualif. Euh, alors, il a été pris en sandwich au début du Grand Prix. Entre la Red Bull de Pérez et l'Alpine, du coup, de l'Espagnol Alonso, du coup, bah, il n'a pas pu éviter ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire qu'il a envoyé l'Espagnol un peu dans le décor, ce qui lui vaudra d'ailleurs une pénalité après de 5 secondes. Et finalement, eh ben, il a assuré l'essentiel, c'est-à-dire retrouver les points qu'il manquait déjà depuis un petit moment. Après 2 week-ends totalement blancs pour lui, ça permet aussi, bah, de regagner des points pour AlphaTauri et donc de gagner effectivement des points encore une fois pour Gasly. Alors il a eu effectivement donc une pénalité de 5 secondes et il a eu également une pénalité de 2 points sur sa super licence, également. Bon après ça reste un pilote qui est quand même assez propre. Donc voilà, ça reste quand même assez rare, en sachant que Alonso ne lui en a pas tenu rigueur de ce qui s'était passé. Alors, il s'était quand même un peu énervé au moment où c'est arrivé, mais après, il s'est posé un petit peu pour voilà, calmer un petit peu le truc. Oui, Danny. C'est normal qu'Alonso s'énerve, ils sont dans la course, ils sont à peine au premier tour, c'est tout à fait normal. Les 5 secondes de pénalité aussi, je les entends tout à fait et ça, c'est une décision, plus que logique. En revanche, les 2 points sur la super licence, là, je l'entends pas. Pour moi, c'est beaucoup trop sévère. Je ne vois pas comment il les justifie. J'ai l'impression que parfois, c'est un peu à double vitesse, enfin, il y a eu des événements qui auraient pu, où ça aurait pu s'appliquer 2 points sur la super licence et ça n'a pas été le cas. En revanche, là, ça a été le cas. J'avoue, je me l'explique pas et si vous avez des infos un petit peu pourquoi, comment, s'il y a eu des précédents, j'aimerais bien le savoir parce que je ne l'entends pas. En sachant que dans le rapport de la FIA, il y a eu en plus des modifications vers la fin aussi. Ils avaient écrit quelque chose et derrière, ils ont réécrit autre chose pour que ça passe un peu mieux. Mais Après, moi, j'ai pas vraiment d'infos là-dessus, mais pour le coup, je trouve que les points sur la super licence, et j'ai beau être fan du pilote, je trouve qu'ils sont plus valables et plus compréhensibles sur le move d'Alonso sur Schumacher que ce soit de Gasly sur Alonso. ouais, on est d'accord. On est d'accord. Parce que sur le coup, le move d'Alonso, il rate vraiment son freinage, il rate son point de corde, il est beaucoup trop fougueux dans sa tentative de remonter. Là, pour le coup, les pénalités sont largement méritées. Celle de Gasly, je me serais contenté des 5 secondes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu trop sévère. Les 5 secondes, oui, effectivement, bon, mais après, pour le Et puis reste, on voit en plus clairement que c'est pas intentionnel, on voit, voilà, qu'il se fait prendre un peu quand même, mais là où c'est un peu magnifique, c'est que sa pénalité de 5 secondes, ça n'a eu, oui, bah, elle est passée crème, hein, bien absolument sûr. aucun effet, quoi. C'est Ouais, pour bien un sûr. peu, parler aussi de sa course qui était, super bien menée. C'est qu'au final, sa pénalité, ça n'a rien changé. Ça prouve encore une fois qu'il est, totalement, encore une fois, performant et surtout, il a toujours des performances, qui sont plutôt cool. Oui, Chris? Parlons peut-être de Non, tu Lewis? voulais Le cas parlons de Lewis Lewis. Hamilton. Allons-y.
Bah, écoute, Allez-y. moi, je me l'explique pas non plus. Je m'explique pas grand-chose pendant ce Grand Prix. C'est vrai qu'il y a 2 choses. On n'est pas pilote, on n'est pas ingénieur, donc on peut pas vraiment se mettre à la place de l'un et de l'autre. Donc quand tu es sur le pit wall et que tu as toute la data, mais quand tu confrontes ça au fait qu'il y a le ressenti du pilote, il voit la piste, comment elle sèche, comment elle ne sèche pas. Qui on doit écouter finalement dans une stratégie? Est-ce qu'on doit plus écouter le pit wall? Est-ce qu'on doit plus écouter le pilote? Ça doit être une décision qui est commune, conjointe. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, ça a été malheureusement assez, non fructueux pour Lewis et je pense que c'était un très, très mauvais move. J'ai l'impression un peu qu'il a perdu pied pendant ce Grand Prix-là et pourtant c'est assez rare de le voir un peu s'énerver à la radio. Alors qu'il le fasse, moi ça me choque pas plus comme ce serait un autre. Mais ouais, pour moi il y a eu un trou dans la raquette et je ne saurais me l'expliquer. En fait, Moi, si tu veux, je trouve pas, mais le souci qu'il y a eu avec les intermédiaires ce dimanche, c'est que ils étaient très compliqués à faire chauffer. Au niveau de la fenêtre d'exploitation, tous les pilotes ont eu énormément de mal à amener leur gomme intermédiaire en température. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lewis, lui, il était dans une stratégie de se dire, je vais jusqu'au bout avec ces gommes-là, parce que plus les pneus, alors c'est paradoxal, mais il arrivait à avoir le même rythme avec ses pneus usés que les mecs devant lui avec des pneus intermédiaires neufs. Parce qu'en fait, les mecs, ils avaient tellement de mal à mettre ces gommes en température avec la glisse, le graining, la surchauffe et autres, qu'en fait, les autres pilotes de devant avaient beaucoup de mal à tenir ces pneus-là. Et Lewis, lui, ne voulait pas rentrer. Et Mercedes, eux, ils auraient préféré, tu sais, se calquer sur la stratégie de Verstappen pour essayer, voir celle de Perez, pour essayer de rester dans les mêmes chronos, pour essayer de garder cette 3e place. Sauf que t'as à la fois le ressenti du pilote qui, lui, est sur la piste et voit les trajectoires mouillées, les trajectoires sèches, et donc, voilà, il voit à peu près comment ça se comporte. Après, il voit pas l'état de ses pneus parce qu'effectivement, à la vitesse où il roule, il peut pas voir l'état des pneus et on les voit quand ils s'arrêtent. Et c'est des slicks à bande verte, comme m'a dit un collègue sur TikTok, ça m'a bien fait rigoler. Mais après, pour le coup, je pense que Mercedes, et c'est plus moi sur Mercedes que je me dirige que sur Lewis, je trouve que Mercedes, pour le coup, a manqué de tact, tu sais, pour obliger Hamilton à s'arrêter. Et je pense que au 51e tour, c'est plus la peine de l'arrêter. Au 51e tour, laisse-le aller au bout, parce qu'en fait, tu vois que les pilotes qui ont passé les pneus au 46, 47, 48e tour, ils sont en galère parce qu'ils n'arrivent pas à les mettre en température. Hamilton, c'est pas un gars qui fait beaucoup de blocage de roues, il est quand même relativement propre avec ses gommes. Moi, perso, je l'aurais laissé aller au bout. Alors après, c'est vrai que si tu fais le comparatif avec Esteban, sur les 3 derniers tours, il perd 15 secondes et heureusement que Bottas prend un tour à Giovinazzi, ça lui permet de garder sa 10e place. Mais voilà, est-ce que Lewis, en faisant les 58 tours, est-ce qu'il aurait perdu des positions, est-ce qu'il aurait été doublé par Leclerc et Perez ou pas? Je sais pas. Mais bien, mais enfin. Je sais pas. Je suis partagé en fait. Je sais pas si c'était la bonne idée ou pas de le laisser. Hamilton, il perdait 1 seconde 5 au tour à 8-9 tours de la fin. Il se faisait remonter dessus par Gasly. Donc, la décision qui a été, quand ils ont pris une décision, c'était trop tard pour changer de pneus et c'était trop tard pour rester sur les mêmes pneus. Donc, dans tous les cas, en fait, c'était un jeu perdant dans tous les cas. Mais il se faisait rattraper, il perdait trop au tour. Après, moi, je pense que le problème qu'il y a eu dans ce Grand Prix-là et qui ne concerne pas que Mercedes, malheureusement, mais qui concerne Mercedes, Ferrari, avec les ingénieurs en carton chez Ferrari dimanche aussi, qui est incapable de prendre une décision. Enfin, c'est une catastrophe. Mais il y a beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de pilotes qui attendaient que la piste sèche pour tenter les slicks. Et on l'a vu, la plupart des pilotes, à part Bottas qui lui s'est mis sur une stratégie à 2 arrêts en inter parce qu'il jouait la victoire, mais tous les pilotes qui ne jouaient pas la victoire et qui jouaient juste des points, ils ont tous attendu pour espérer passer ces pneus slick. Et ce que je comprends pas, c'est que quand Vettel passe les médiums et que les médiums ne fonctionnent pas, je comprends pas que dans le tour suivant, toutes les écuries ne s'arrêtent pas pour repasser des interneufs à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, t'as le temps de les mettre en température et t'as le temps de sauver ta stratégie. Et il y a plein d'équipes qui attendent encore 10 tours.
C'est vrai, mais Et ça, je comprends pas. mais moi, bah justement, on en avait parlé un petit peu en off. Moi, j'avais l'impression que pendant ce Grand Prix-là, tout le monde se regardait un peu en chien de faïence pour savoir qui faisait quoi à quel moment. Du coup, ça laissait passer des tours sans prendre vraiment de décision. Il y a eu des loupés pour certains. Et moi, c'est ça qui m'a un petit peu déplu, c'est vraiment le côté on attend de voir qui fait quoi. C'est normal, c'est toujours comme ça. Mais là, c'était un frein à la prise de décision, je trouve vraiment. Et il y a eu des décisions qui ont été prises trop tardivement. C'est le cas notamment d'Hamilton, où pour moi, ça a été peu importe la décision prise, elle était beaucoup trop tardive et ça l'a pénalisé, en tout cas fortement. Et je terminerai mon intervention sur une dernière petite question. Euh, Moi, je comprends pas que Vettel n'ait pas tenté les softs. Je pense que les softs auraient eu plus de grip. Je me demande si les softs auraient pas plus fonctionné que les médiums. Vu l'état de la piste, je Je suis suis pas pas sûre, hein. spécialement Parce qu'il convaincu. y en a certains, il y a certains pilotes et certains intervenants de médias F1 et autres, et plus proches que nous de la F1, qui se sont posé la question de savoir si les softs auraient pas été plus intéressants. Et j'avoue que moi, je me suis posé la question et je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas avoir tenté les softs dès le début plutôt que les médiums? Ouais, mais Non, moi, ouais, franchement, je sais pas. c'est à méditer, mais Ah, j'ai des doutes. En vrai, j'ai vraiment des doutes. en même temps, Après, c'est je pars tellement pas. bizarre ce Grand Prix avec cette météo un peu chelou, cette piste trempée en même temps pas trop. Enfin voilà, c'était un peu. Je pense Surtout que la qu'on piste, a elle aide pas. Franchement, déjà de tout le base, monde a elle été aide pris un pas. peu au dépourvu, donc au final, bon, c'est ce qui a rendu un Grand Prix qui était pas si ouf, mais je pense qu'au final, il y en a beaucoup qui savaient pas trop quoi faire, quoi, mine de rien. Alors du coup, pour le résultat de ce Grand Prix de Turquie, Bottas finit 1er, 2e Verstappen, 3e Pérez, donc les 2 pilotes Red Bull sur, le podium. Leclerc 4e, 5e Hamilton, Gasly 6e, Norris 7e, Sainz, 8e, 9e Stroll, 10e Ocon. Et après nous avons Giovinazzi, Raikkonen, Ricciardo, Tsunoda, Russell, Alonso, Latifi, Vettel, Schumacher et Mazepin qui termine du coup la marche au classement des pilotes. Du coup, Verstappen reprend de l'avance, il reprend en tout cas l'avantage avec 262,5 points. Ensuite, on a Hamilton 256,5, Bottas 3e 177. Après, on a Norris, Perez, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Gasly et Alonso pour le top 10. Et du coup, au niveau du classement constructeur, Mercedes prend un petit peu le large maintenant, de plus en plus, on va dire. 433,5 derrière Red Bull 397,5, McLaren 3e avec 240 points. Et après, on a Ferrari dans l'ordre, Alpine, AlphaTauri, Aston Martin, Williams, Alfa Romeo et As. Voilà donc pour le classement. Le prochain Grand Prix donc sera dans 15 jours pour le Grand Prix des États-Unis, qui sera d'ailleurs à 21h. Donc ça sera une petite soirée F1 tranquille au KLM. On termine maintenant ce podcast en évoquant les nouveautés et donc les news sur Monoplace. Les news de Monoplace, on a des choses plutôt intéressantes à vous dire, à vous signaler. Qui veut commencer? Dany, peut-être? Oui, on peut en parler. Donc on a déjà repensé tous ensemble un peu notre identité visuelle. On a réfléchi à voilà un petit peu ce qu'on avait envie de refléter dans nos visuels. Donc on met ça tout doucement en place. On a changé déjà toutes nos photos de profil sur les réseaux et on est en train de gentiment voilà, faire un nouveau feed Instagram. Donc n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Et c'est déjà une chose qui, voilà, qui prend du temps. Ça va se mettre en place tout doucement, mais dont on est assez content. Et Ouais. pour le coup, je trouve que l'identité visuelle correspond plus un peu, tu sais, à notre époque à nous, tu vois. Je trouve que l'identité avec la McLaren de Senna touche un peu plus à notre génération à nous, tu vois. Et je trouvais que la photo d'avant, tu sais, était peut-être un peu trop abstrait pour le coup, pour nous, tu vois. Je trouve que là, tu vois, on voit vraiment que quand tu vois cette photo, tu peux te dire que tu écoutes vraiment, tu vois, une génération de fans peut-être plus ancienne et ça peut peut-être attirer, tu vois, un public qui va peut-être se dire, tiens, il y a Senna en photo, tiens, c'est des fans qui connaissent cette époque-là ou qui ont vu cette époque-là.
je me dis peut-être que ça peut plus nous apporter de positif. Et c'est vrai que je suis Bon, pas après, forcément la plus partisane de «c'était mieux on, avant». Je trouve que chaque époque on de la s'adresse à tout le monde, hein. oui, 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 on bien sûr. s'adresse à tout le monde, on est d'accord, Mmh. hein. Mais je trouve que voilà, enfin, je suis vraiment toutes les époques de la F1, moi je les aime beaucoup, mais j'aimais bien ce côté un peu vintage et effectivement, mettre Senna dans sa McLaren, ça faisait pas mal de sens pour nous mais c'est vrai qu'on s'adresse à tout le monde, aux plus connaisseurs, aux plus néophytes. Le but, c'est vraiment de, voilà, de partager ensemble cette passion. Ensuite, donc comme je le disais, on a également un partenariat avec, Fans for Wheels qui est une boutique, donc, en ligne qui vend, donc, des articles, de Formule 1, de MotoGP, de motosport en règle générale, donc aussi bien pour les hommes, les femmes, les enfants. Ils ont également des accessoires. Et donc, c'est un partenariat sur le long terme puisque vous avez, l'occasion, d'avoir moins 10 sur toute la boutique. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Vous avez, le code, hein, que vous pouvez rentrer une fois que vous, validez votre panier. Également, nous avons un concours donc qui débutera, ce mardi. Donc au moment où on le mettra en ligne, le concours, aura vraisemblablement, débuté et donc il y aura un chèque cadeau de 30 € à gagner. C'est un concours sur un mois et donc 30 € offerts sur toute la boutique Fans for Wheels. On les remercie puisque voilà, c'est un premier bon partenariat qui arrive pour nous, pour eux également. Donc voilà, c'est une bonne chose. Donc plus la refonte un petit peu visuelle, également la refonte un peu du podcast. Alors on change pas tout non plus, hein, mais au niveau déjà du déroulé, vous avez pu vous apercevoir que c'était un petit peu différent. On doit prendre un peu nos marques. Le générique a également changé. Pour le Twitch, alors on a toujours un peu des galères techniques et c'est un petit peu pénible, mais bon, c'est pareil, on travaille dessus pour que tout ça s'améliore et pour qu'on puisse faire du Twitch de manière pérenne. Mais les débuts sont pas spécialement évidents, mais bon, en même temps, voilà, on n'est pas non plus des professionnels, donc on se lance doucement mais sûrement dessus. Et voilà, donc en tout cas, sachez que on termine cette saison 1, mais qu'on amorce déjà des changements qui vont nous servir pour la suite, et c'est en tout cas une très très bonne chose. Est-ce que vous aviez une dernière chose à rajouter, Chris et Denis? C'est bon pour vous? Parfait. Bah, écoutez, du coup, c'est la fin de cet épisode 27 qui était consacré donc au débrief du Grand Prix de Turquie. Retrouvez donc le podcast sur toutes les plateformes, habituelles, avec en plus la nouvelle identité visuelle, ça claque. On se retrouve donc quant à nous dans 15 jours pour le débrief du Grand Prix des États-Unis. D'ici là, portez, vous bien. N'oubliez pas de vous rendre sur le site et sur les réseaux sociaux pour nous soutenir, c'est très important pour nous. Donnez des notes et notez également, enfin donnez vos commentaires aussi sur les épisodes. Et puis bah, quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut à toutes et à tous et vive la F1 bien évidemment. Salut.